Salam alaikum Zoul, bonsoir. Dans les pays, j'allais dire, moyennement normaux, où existent des règles, des lois, du civisme, le sens de la morale et au moins celui de la pudeur, les journalistes sont tout le temps aux aguets, à épier la moindre anomalie, la moindre violation des règles, pour en faire des gorges chaudes pour défrayer la chronique. Et ce n'est pas tous les jours que ce genre de scoop se donne en spectacle, au point où les journalistes sont bien souvent contraints d'aller remuer les choses, retourner les pierres de la normalité, tenter de lever des lièvres, voire même, parfois, inventer ou susciter des événements. En Algérie, nous n'avons pas ce problème. L'étrange, l'anormal, le choquant, le scandaleux, le transgressif, c'est par botte de 13 dans chaque douzaine. Et même pas la peine de chercher, ça tombe de partout, tout le temps, et ça se bouscule. C'est tous les jours que ceux qui sont chargés de veiller à l'application des lois les violent allègrement. C'est tous les jours des scoops à en revendre, tous plus psychédéliques les uns que les autres. C'est tous les jours gros scandale, tous les jours haraga, tous les jours patients qui meurent dans des hôpitaux mouroirs où ils étaient censés être soignés, tous les jours brutalité policière, tous les jours frasques en tout genre de potentats et de leur engeance, tous les jours incarcération sur commande de manifestants pacifiques, tous les jours mensonges au plus haut sommet de l'État, mais s'il n'y avait que ça, c'est tous les jours des décisions de très haut lieu qui sont tellement ahurissantes qu'on ne vous croirait pas si vous les rapportiez. C'est aussi nomination ou limogeage à très haut niveau par décret présidentiel validé par le Conseil des ministres au grand complet avant d'être tout simplement invalidé sans aucune explication par on ne sait qui et sans autre forme de procédure. C'est aussi, régulièrement et avec une grande assurance, déclaration faite par celui qui a été fait président de la République. Des déclarations justes, incroyables, comme cette annonce faite à Addis Ababa devant un parterre de chefs d'État où M. Tebboune promet une aide financière aux pays du Sahel. Ou alors, sinon, cette déclaration du procureur de la République de Sidi Mohamed, qui, après avoir demandé la relaxe, c'est lui qui a demandé la relaxe, le procureur, après avoir demandé la relaxe de 16 manifestants arrêtés lors des manifestations du 48e vendredi, pousse l'incroyable courage jusqu'à exiger, lui le procureur de la République, censé être sous les ordres du ministère public, donc sous les ordres du régime, jusqu'à exiger l'indépendance de la justice, jusqu'à faire l'apologie du Hirak, et mieux encore, de déclarer qu'il ne pouvait pas être contre ce que veut le peuple. Allez-y comprendre quelque chose à tout ce charivari. Et encore, je ne vous ai rapporté qu'une toute petite partie des extraordinaires divagations de ce régime dont on ne sait plus s'il est en folie ou s'il est juste en train de partir en quenouille. Un constat peut être fait cependant. Toute cette pagaille, cette improvisation, ce bricolage institué en système de gouvernance, ces sorties hystériques de parrains au plus haut sommet du régime sont le signe qui ne trompe pas d'une panique au sein du sérail, et même plus, d'une guerre des clans qui ne fait que commencer
et qui va très certainement se compliquer. Les mafiocrates et leurs clientèles respectives ont intérêt à se planquer. Il va pleuvoir des camions. يما كتري من الدعاوي ولادك راهم خارجين يمشيو على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعبي ليبرال ليبرال الجيري ليبرال 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 الجيري اليوم الشعبي الشعب يلعب 10 والسيستم ما فهموش كوتسيزو يجيبها بارا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش وبربي هاد المرة والو ناضي ما تفوتوش الشعب ليبرال ليبرال الجيري ليبرال 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 الجيري اليوم الشعب ليبرال ليبرال الجيري ليبرال 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 الجيري يا بلادي بكاو كدموع ميساجي كاع المسؤولين يونا مارك رانا منكم هادو 20 وحنا صابرين يا داير قلبي راه معمر يوم نسمع صوتي خلوني نهضر سلمية انا ما جيتش نكسر نقول الحق ما رانيش نخسر حرية فردية حرية جماعية كلنا مواطنين في اختلافنا محترمين لبستو برنص العار بهدلتونا مع الجناس حنايا نموتو في البحر وانتو تداويو في بلادنا اليوم الشعب ليبرال ليبرال الجيري ليبرال 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 الجيري اليوم الشعب ليبرال ليبرال الجيري ليبرال 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 الجيري رانا حابين نعيشو كرهنا معيشة الدل Khalota à Khalotastan. C'est le titre de notre émission aujourd'hui. Et avec nous pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Lias Jbeili, activiste politique. Lias Jbeili, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Vous êtes la première fois avec nous sur cette émission. Voilà, c'est la première fois que... Et on se rencontre souvent, vous et moi, à Place de la République, Absolument. où vous êtes omniprésent. Quasiment, on va dire. Et Karim Naïtou Slimane, non moins activiste politique, militant et analyste politique. Marhaba bik, Karim, merci d'être avec nous. Marhaba bik Jamal, marhaba bik Ilyas. Bonsoir à tous les téléspectateurs et aux invités que nous aurons peut-être par téléphone. Merci. Et justement, Nordin Ahmin, avocat, militant pour les droits de l'homme. Nordin Ahmin est avec nous depuis Alger. Nordin Ahmin, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, M. Jamaddine, de m'avoir invité. Azul Fellaoun, Azul pour les téléspectateurs de votre chaîne et vos invités aussi. Merci. Alors, Nordin Ahmin, nous allons commencer par vous, parce que justement, il y a eu quelque chose d'assez extraordinaire qui laisse comprendre ce que j'étais en train de dire dans mon petit édito, que c'est Khalota à Khalotastan. Tout à l'heure, le procureur de la République, Sidi Mohamed, et vous avez assisté à la scène, c'est le procureur qui a demandé, au lieu de requérir contre les prévenus, il a demandé leur libération et leur acquittement. Et plus que ça, il a fait un très grand plaidoyer, très remarqué, pour l'indépendance de la justice, pour le hirak, contre les décisions dictées par le pouvoir aux juges, etc., etc. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Nordin Ahmin? Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui à Alger. Bon, avant Sidi Mohamed, j'étais au tribunal de Dar el Beida.
au procès de Boumala, Fodil Boumala, l'édition Fodil Boumala, qui est en prison, bien sûr. On croyait que son affaire elle va passer normalement, comme Samir Bouhadi. C'est finalement normal. Nourdine Ahmin, il y a des coupures, il doit y avoir un problème avec votre téléphone. Je reviens à vous dans un instant, je vous laisse entre les mains de la régie pour essayer de régler ce problème. J'espère que vous avez un téléphone fixe à côté, ce serait mieux. Alors, Karim Naïtou Slimane, puisque nous avons commencé par cette affaire. Nourdine Ahmin va nous expliquer plus longuement, mais c'est incroyable. Un procureur qui demande l'acquittement, il ne laisse pas les avocats le faire, c'est lui. Et puis, il tombe à bras raccourcis sur ce régime. Il dit le Hirak, c'est quelque chose de magnifique, de formidable. C'est ça qui va nous mener vers les chemins de la liberté. C'est une vraie rébellion contre son... Et plus que ça, il plaide pour l'indépendance de la justice. Et plus que ça aussi, il le fait à Sidi Mohamed. À Sidi Mohamed. Sidi Mohamed, tribunal Exactement. qui était quand même symbole de cette répression judiciaire. C'est le bastion voilà. de la corruption de la magistrature. Tout à fait. Et c'est le symbole des magistrats qui rendent des verdicts sur injection téléphonique. Tout à fait. Donc finalement, l'intervention de ce monsieur aujourd'hui continue aussi de donner raison au Hirak. Et ça prouve que finalement, le peuple, quand il se réveille, quand il se lève, a toujours raison. Parce que ça fait maintenant presque 1 an que le peuple crie qu'en Algérie, malheureusement, les institutions de l'État ne fonctionnent pas normalement ou presque pas du tout, en tout cas pas de manière naturelle, pas de la manière avec laquelle elles devraient fonctionner. Et que le Hirak martèle maintenant depuis 1 an que les institutions de l'État sont déviées de leur parcours, elles n'accomplissent pas leur fonction naturelle. Et puis en face, on avait quand même un régime, et avec ses porte-paroles, comme le ministre de la Justice, que le peuple appelle avec raison le ministre de l'injustice, pas de la justice. Oui. Et qui nous disait à chaque fois que non, en Algérie, on a quand même une institution, la justice fonctionne très bien et qu'elle est indépendante. Et on voyait de temps en temps la révolte de quelques juges. On a vu, hein, on a déjà assisté à certaines scènes. Et là, aujourd'hui, on voit cette révolte, pour l'instant, isolée d'un procureur, parce qu'on attend quand même, il faut toujours attendre, parce que généralement... Un procureur à Sidi Mohamed. À Sidi Mohamed. Généralement, on ne place pas n'importe qui à Sidi Mohamed. Tout à fait. C'est-à-dire on place les fidèles parmi les fidèles. Tout à fait. Et c'est pour ça, maintenant, qu'à mon avis, il faut rester méfiant. Absolument. Il faut rester méfiant, il faut attendre, voir est-ce que c'est l'expression d'un cas isolé ou pas. Est-ce que c'est un éveil de conscience d'un individu isolé qui s'est peut-être réveillé, ou est-ce peut-être une des manœuvres d'un autre clan dans le régime, parce que généralement ces fissures, elles n'interviennent pas comme ça spontanément, mais généralement c'est des remous provoqués. Et surtout quand ça se passe à Sidi Mohamed, et surtout quand ça se passe dans des corps constitués comme celui des procureurs. Par exemple, les juges, les procureurs, vous savez très bien que c'est le bras juridique de l'État. Et du coup, pour moi, je trouve pas... Je reste toujours méfiant, donc je salue par contre... Ça peut ne pas être la sortie d'un homme révolté par l'injustice. Parce que pour être procureur nommé à Sidi Mohamed et sortir ainsi du rail, c'est très étonnant. Donc c'est possible que ce soit une guerre des clans qui s'est exprimée d'une certaine manière. Et surtout notre expérience aussi avec avec la dernière révolte des juges, qui s'est très très mal terminé. Oui. Ils se sont dit qu'ils étaient avec le Hirak et que maintenant ils veulent une justice indépendante. C'est une grève et puis il a suffi qu'ils leur satisfassent leurs petites revendications. C'est tombé à l'eau. Et donc c'est pour cela que bien sûr on prend ça très positivement. Pour le Hirak, ça rebooste encore le Hirak encore une fois. Pourquoi ? Parce que ça montre que le peuple, le Hirak, a raison et qu'il y a de gros dysfonctionnements au sein de l'appareil de l'État avec toutes ces institutions. Il y a les autres institutions, on verra après ce qui se passe dedans. Oui. Mais pour l'instant, c'est la justice qui est concernée. Donc on prend ça positivement, mais on reste sur nos gardes. Le Hirak fonctionne déjà contre cette justice et donc on ne doit pas suivre quand il y a un procureur qui se détache
pour dire ceci ou cela. On ne doit pas trop s'emballer, on ne doit pas rester attaché, on ne doit pas, c'est-à-dire conjuguer nos réactions par rapport aux actions des représentants de ce régime, parce qu'un procureur reste quand même très lié au régime, surtout à Sidi Mohamed. C'est pour cela qu'on prend ça avec beaucoup de positivité, mais on reste méfiant. Et on dit merci qui? Merci le Hirak, merci le peuple. Et on attend la suite des événements. Et on attend la suite, et je crois qu'il y a encore des fruits pourris qui vont bientôt tomber de l'arbre, parce que déjà l'arbre lui-même est vraiment très très touché en ce moment, et je crois qu'il y a des luttes internes qui se déroulent en ce moment grâce au Hirak, parce que la pression de la rue après le 12-12 n'a pas faibli, au contraire, le Hirak reprend du poil de la bête. Et en ce moment, n'oubliez pas qu'il y a les grandioses marches qui se préparent du 21 et du 22 en Algérie. Il y a les tsunamis, les Algériens vont marcher sur la capitale le 21 et le 22. Et donc, on voit quand même que le régime essaye de créer des diversions. C'est pour ça qu'il faut rester toujours méfiant quand quelque chose vient de ce régime. Bien que c'est positif, mais quelque part, le Hirak fait son travail. Et je crois qu'il va finir par tout balayer sur son chemin. Et nous allons voir qu'avec le temps, le Hirak aura toujours raison. Parce que le jour même où, ce qui est bizarre, c'est que le jour même où ce procureur plaide pour une justice indépendante qui se fera grâce au peuple, le jour même, on reporte aussi la décision sur l'affaire, sur le dossier Boumela. Exactement. Donc on se demande nous allons justement demander à Maître Ahmin, parce Donc, que... vous voyez, il y a quand même déjà une contradiction Oui. le jour même. Et au moment où Samir Blarbi a été remis en prison. A été remis en prison, puis il a été relibéré, je crois. Ah bon? Par la suite. Il a été libéré. Aujourd'hui, il a été remis en prison, mais libéré par la suite. Aujourd'hui, nous allons demander à Maître Ahmin tout à l'heure. Alors, d'abord, est-ce que vous pensez que le titre de cette émission, Khalota Khalotastan, est abusif? Moi, au début, j'allais mettre pagaille au sein du régime. Mais j'ai trouvé que Khalota à Khalotastan... Enfin, Khalota, vous avez le don toujours de trouver les mots qui collent bien à l'émission. En tout cas, moi je rejoins Karim pleinement. C'est vrai, donc c'est positif, mais il faut prendre cette information avec pincette. Qu'est-ce qu'on a remarqué cette semaine? Une cacophonie incroyable au sommet de l'État. Premièrement, nous avons remarqué nomination le matin, annulation le soir. Deuxième, gel d'une partie de la loi de finances, ça il faut le dire aussi, gel d'une partie de la loi de finances. Et la troisième, c'est l'annulation de la note de l'inspecteur du ministère. Gel d'une partie de la loi des finances, laquelle? Je ne peux pas vous dire, mais moi j'ai vu vaguement gel d'une partie de la loi de finances. Et l'élément important aussi, c'est l'annulation de la note de l'inspecteur du ministre de la Justice. Oui. Maintenant, que s'est-il passé aujourd'hui? On essaie un petit peu de voir. Ce procureur, non seulement il relaxe les accusés, enfin les hirakistes qui étaient en prison. Il demande le relax. Il les relaxe. Il demande le relax. Mais il les défend en même temps. Oui, en même temps. Oui. En même temps, il dénonce les injonctions. Oui. Si j'ai bien compris, il dénonce les injonctions. Pour moi, peut-être, il a l'habitude de faire son réquisitoire contre les gens du Hirak et tout. Mais il y a une question, il faut se poser cette question. Peut-être ça nous permet de relancer sa sortie a défrayé un peu la chronique. Et on peut dire peut-être ça va permettre de relancer le débat sur la lancinante question de quoi? De la justice. De l'indépendance. De l'indépendance de la justice. Et peut-être un individu qui prend... mais il a pris avec force, apparemment, il l'a larmoyé, il l'a larmoyé, il défendait, moi je prends un jugement au nom du peuple algérien, donc ceux qui ont été en prison, ils marchaient pacifiquement, de façon très pacifique, ils n'ont pas enfreint une loi. Mais c'est incroyable, venant du procureur. Oui. Qui a plaidé 2 ans contre l'FTC aussi. C'est la même personne. La même personne. Ah bah oui. Voilà. Donc c'est un coutumier du fait. Il a l'habitude de requérir des peines très lourdes. Bah oui. Et là, il sort du bois et d'une manière incroyable. Ça veut dire ça pose question. Surtout que ça vient. Il faut rappeler que l'inspecteur général du ministère de la Défense, il y a 3 jours, je crois, a émis une note où il demande à tous les magistrats du pays de se servir d'un numéro de fax qu'il leur fournit pour dénoncer tout jugement qui se rend en dehors du cadre de la loi, dit-il. Alors,
Et il demande à ces juges que si jamais ils ont peur de se mouiller, qu'ils peuvent l'envoyer de façon anonyme. C'est un appel à délation anonyme. Vous faites allusion à une note de l'inspecteur du ministre de la Justice. L'inspecteur général du ministère de la Justice. Et ils l'envoient. Donc nous, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, le ministre de la Justice est au courant. On ne peut pas ne pas être au courant. Parce qu'une telle note rend destinataire le ministre. Mais dans la note, si ce n'est pas l'inverse, si ce n'est pas le ministre qui a demandé à l'inspecteur général de faire. Or, juste après, on ne sait pas ce qui se passe, le ministre de la Justice annule cette note. Il l'annule. Au départ, dans la note, c'est inscrit, il dénonçait la multiplication des jugements sans aucune loi et sur aucune base juridique. Absolument. Ça veut dire que c'est contre la loi. Ni queue ni tête. Voilà. Ça, et donc, il y a cette histoire. Il y a le ministre, après, qui annule cette note sans donner d'explication, sans procéder à des sanctions, et juste après, ce procureur qui fait cette sortie. Et nous allons demander à Maître Ahmed. Maître Ahmed, d'abord au sujet de l'affaire Boumala, je vous laisse poursuivre ce que vous nous disiez. Alors voilà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ce matin on était au procès de Boumala au tribunal de Dar el Beida. Et finalement, moi, dès que je suis arrivé à cette instance judiciaire, on m'a informé que le procès sera renvoyé. On a demandé sa liberté, finalement ça a été rejeté. Même le parquet de ce tribunal a demandé le rejet. Donc le tribunal, le président a accédé à cette demande, a accepté cette demande. Il s'est prononcé pour le rejet. Et voilà. Donc j'ai profité de ça. De Samir Belarbi, Nourdine Ahmed. Samir Belarbi. Est-ce qu'il a été remis en liberté? Le jour même, il a été relâché. Non, il a été relâché au niveau de la police. Hein. Ah, d'accord. Et pourquoi il a été interpellé alors? Il a été interpellé pour qu'il soit bien sûr entraîné à un poste de police, au commissariat de police. Et par la suite, et finalement, je ne sais pas s'il y a eu des vérifications. L'essentiel, le jour même, juste après, ils l'ont relâché. Ah, d'accord, très bien. Voilà. Alors, au sujet de cette affaire du procureur de Sidi Mohamed. Voilà, moi, à vrai dire, je ne suis pas surpris. Moi, je crois toujours à l'existence des juges libres. Al-Qudat al-Ahrar, moi, je crois à ça. Peut-être leur nombre n'est pas important, mais il y a un certain nombre de juges qui sont libres, qui n'attendent qu'une occasion propice pour se prononcer, pour se positionner. Donc, ce qui est arrivé ces derniers temps, il y a beaucoup d'événements. À vrai dire, il y a eu la circulaire de l'inspection générale du ministère de la Justice. Oui. Là, il y a deux violations. La première, c'est cet inspecteur général relève du ministère de la Justice qui est le pouvoir exécutif, qui n'a rien à voir avec le pouvoir judiciaire. Ça, c'est la première des choses. Donc, il n'a pas à se mêler des décisions de justice. Il n'a pas à critiquer les décisions de justice, quelles que soient les erreurs, quelles que soient les anomalies, quelles que soient les violations de la loi dans ces décisions. Il n'a pas le droit. Même c'est puni par la loi. On ne peut pas commenter des décisions de justice. Il n'y a que les instances de justice de recours qui doivent, si on veut rectifier le tir, appliquer la loi. Voilà. Donc, quand on dit que le jugement n'a ni queue ni tête et que ce n'est pas fondé, ce n'est pas... Ça, c'est une violation de la loi. Déjà c'est une violation de la loi en soi. Mais Nourdine Ahmed, cet inspecteur général des finances, il sait très bien, il est peut-être le mieux placé pour le savoir, que les jugements sont de toutes les façons rendus sur injonction, par coup de téléphone. Donc il sait que la plupart des jugements rendus sont des jugements erronés, illégaux, même s'il n'a pas le droit de les commenter. Mais qu'est-ce qui a pu motiver une telle initiative? Un état d'esprit dans ce sens, c'est-à-dire dans leur esprit, ces juges-là,
C'est des juges qui ne sont pas rendus au nom du peuple en application de la loi. Mais c'est plutôt c'est des jugements rendus en fonction des intérêts des uns et des autres. C'est ça donc à faire avec le temps. Il y a un état d'esprit qui s'est installé dans la tête de ces gens-là. C'est la raison pour laquelle ils oublient même, parce qu'il faut être vraiment quelqu'un d'ignorant totalement pour ne pas savoir que cette personne-là ne peut pas critiquer une décision de justice parce que l'article 147 du Code pénal punit toute critique d'une décision de justice. C'est pas possible que ces gens-là ils sont bien placés. Mais, comme je l'ai dit, avec le temps, un état d'esprit qui s'est installé chez eux pour tout se permettre, y compris critiquer un juge, y compris critiquer une décision de justice, violer la loi. Donc c'est ça le vrai problème. C'est la raison pour laquelle le lendemain après, le secrétaire général du ministère de la Justice, il a envoyé une autre circulaire en demandant de ne pas prendre en considération la circulaire de l'inspecteur général. Khalota, un secrétaire général, d'abord un inspecteur général qui prend une décision qui n'a ni queue ni tête, à plus forte raison qu'il est inspecteur général du ministère de la Justice, dont il ne connaît pas les principes essentiels et fondateurs. Et puis, le secrétaire général du même ministère qui annule cette note sans autre explication, c'est Khalota pour le moins qu'on puisse dire, Nordin Ahmin. Deux autres actes, si on peut dire. Le troisième, il est venu du syndicat des magistrats pour justement remettre les pendules à l'heure pour dire qu'il n'a pas le droit d'abord de se mêler de ça. Il relève du pouvoir exécutif. Il y a l'indépendance de la justice et la séparation des pouvoirs. Et d'un côté, d'un autre côté, on ne peut pas demander. C'est très grave ce qu'il a fait. Ça, c'est le deuxième point. C'est très grave de demander, de mettre à la disposition des juges un numéro de fax et leur demander de lui envoyer des décisions de justice où il y a des anomalies, des erreurs, de je ne sais pas quoi, et sous couvert de l'anonymat. Ça, on appelle ça de la délation. Hadi wishaya. Yani, on demande aux juges de dénoncer, c'est très grave, de dénoncer leurs collègues, leurs semblables. De façon anonyme, précise-t-il dans la circulaire. Tout à fait. C'est très, très grave ce qu'a fait cet inspecteur général. D'ailleurs, personnellement, j'ai réagi pour dire Ibalik. Comme ça, avec ces termes, Ibalik, mais d'un autre côté, Nordin Ahmin, lui, il sait très bien que l'indépendance de la justice, la séparation des pouvoirs, il sait que c'est du festif, c'est pas vrai. C'est du festif, d'accord. Mais entre nous, d'habitude, ça se passe par téléphone. Ça se passe pas comme ça. C'est pas avec les trucs officiels. Avant, oui, bien sûr, par téléphone, on demande au juge de rendre de telle et telle décision. Ça se passait auparavant comme ça. Mais maintenant, d'envoyer officiellement une circulaire de cette nature, là, ça dépasse tout entendement, bien sûr. Et je crois que la réaction du procureur de Sidi Mohamed, ça a été fait dans ce cadre, c'est-à-dire c'est une humiliation pour l'ensemble des juges. À un moment donné, celui qui a un minimum de conscience, on le méprise à ce point, donc bien sûr il y a des réactions. La preuve, il a fait une plaidoirie au sens propre du mot, c'est bien construit, c'est bien fait, bien réfléchi. Ça veut dire que ce n'est pas venu comme ça, c'est sur le coup de tête. Et là, je ne partage pas l'avis que cela relève de la guerre des clans. La guerre des clans, peut-être, on peut la retrouver dans l'affaire Boumala et l'affaire du fils de Tebboune. Le fils de Tebboune, son affaire a été renvoyée, Boumala, ça a été renvoyé. Là, il y a une guerre des clans. C'est donnant. Oui, mais là, au sujet du procureur Nordin Ahmin, nous pensons un peu quelque part qu'il est peut-être question de guerre des clans. Pourquoi? Parce que si c'était venu d'un juge, à la limite,
et encore d'un juge qui soit d'un autre tribunal que Sidi Mohamed, où les nominations sont très très contrôlées. On aurait un peu compris que les magistrats se battent pour l'indépendance de la justice. Mais venant d'un procureur qui relève du ministère public et qui de toutes les façons n'obéit pas à cette séparation des pouvoirs, puisque lui relève du ministère public qu'il est censé défendre la société. Et qu'il en arrive à faire, comme vous venez de le dire, une véritable plaidoirie en faveur des détenus, qu'il en arrive à demander l'indépendance de la justice. C'est un sujet tabou, donc il sait très bien ce qui va lui arriver, ce procureur. Il ne va pas passer les mailles du filet, il va être laminé, très certainement, à moins qu'il ne soit protégé par un clan, justement. Non, un procureur général relève il ne relève pas du ministère de la Justice, il ne relève pas du pouvoir exécutif, il relève du pouvoir judiciaire. C'est comme le juge de siège, c'est la même chose, sauf que parfois, le ministre lui-même, c'est le ministre de loisirs, peut donner des ordres pour poursuivre quelqu'un et tout. En dehors de ça, il n'a pas à se mêler. Le parquet est indépendant. Il relève du pouvoir judiciaire. Donc, un procureur ne reçoit pas des instructions de son ministre pour aller dans telle ou telle direction, dans telle ou telle affaire? Non, il n'a pas. Le parquet, le procureur général et le parquet d'une manière générale, il doit répondre aux demandes du ministre de la Justice s'il y a une violation de la loi avérée. Alors, il demande au procureur général de demander au procureur compétent d'ouvrir une enquête. C'est l'article 41, je crois, du Code de procédure pénale. Le seul moyen que le ministre de la Justice peut intervenir, mais dans les poursuites, ce n'est pas pour exiger telle ou telle demande ou telle décision. Donc, le parquet relève de la justice. Il est indépendant. Ce n'est pas, il peut demander la relaxe, il peut sans attendre l'avis de qui que ce soit ou la permission de qui que ce soit. Donc, autant pour moi. Restez avec nous, Maître Hamid, je reviens à vous dans un moment. Karim. Je crois moi, je ne suis pas de l'avis de M. Ahnine, parce que si on suit un peu son raisonnement, ça serait encore pire pour ce fonctionnaire alors. Pourquoi? Parce que là, M. Ahnine nous dit que le procureur probablement se serait révolté parce qu'il s'est senti un peu touché dans sa fonction. C'est bien ça, il s'est senti humilié dans son statut, dans sa fonction de procureur. Pour moi, c'est grave. Pourquoi? Parce que ce procureur n'a pas commencé le travail cette semaine. Donc, il était là depuis le début du Hirak. Il a assisté, et je dirais même participé, à toutes les injustices qu'ont subies les activistes du Hirak pendant maintenant presque un an, et même les injustices qu'il y avait avant le Hirak. Donc, pour lui, il ne s'est pas révolté pour l'emprisonnement des innocents, c'est normal. Pour l'emprisonnement des personnes même malades du cancer, c'est normal. Pour le kidnapping de Khalti Baya il y a quelques jours et pour le fait qu'on lui a enlevé son tramadol, son calmant pour la douleur, donc c'est normal. Parce un commissaire a donné l'ordre de la prendre du lieu où elle est manifestée pour la jeter très loin sur l'autoroute. Ouais. Et en lui enlevant son calmant. Et en la privant de son médicament. De son médicament, et c'est un calmant. Vous connaissez son nom circule sur les réseaux. Je ne l'ai pas de mémoire. Donc toutes ces injustices n'ont pas fait un peu réagir ce procureur. Par contre, il réagit lorsqu'il se sent humilié dans sa fonction parce qu'un secrétaire général au ministère de la Justice a diffusé une note dans laquelle il outrepasse ses fonctions. C'est bien ça. Moi, je trouve que c'est très grave et je crois que, sincèrement, il ne faut pas suivre les émotions. Il ne faut pas céder aux émotions et faire confiance à ces gens qui sont impliqués dans l'appareil
dans l'appareil du régime. Mais ce serait quand même magnifique si c'était sincère. Si c'était un sincère dans le meilleur des s'est mondes. levé de cette façon, comme le croit Maître Amin, pour c'est défendre magnifique. l'indépendance de la Oui, tout à fait, justice, pour tout à appeler fait. à la rébellion d'une certaine manière. C'est extraordinaire, c'est un beau, tournant. ouais, c'est le plus beau des mondes. Et c'est Eh pour ben, ça que pourquoi je ne dis, pas y croire? Il faut Essayons attendre, d'y croire un parce peu. que l'expérience nous a appris, avec ces gens-là, que ces gens qui ne sont pas là par hasard. C'est-à-dire qu'ils font partie du système. Ce sont un des bras très durs, musclés du système. Donc, ils ne bougent pas d'une manière autonome. Ils sont tous impliqués dans des dossiers pour la plupart. C'est pour cela que nous, on dit, oui, ok, très bien, ce que vous faites, que ce soit intentionnellement ou inintentionnellement, nous, on le prend positivement. Parce que c'est quoi? Parce que, Rako, vous êtes en train de dévoiler le régime, comme on dit, c'est-à-dire, le Hirak, il dit, il n'y a pas de justice. Mais pendant une année, vous disiez, il y a de la justice, il y a de la justice. La justice, elle est indépendante. Là, un procureur dit que le système ne fonctionne pas très bien et n'a jamais fonctionné normalement. Donc, nous, on ne doit pas trop s'intéresser à ce qu'il a fait de bonne foi ou de mauvaise foi. Non, ce qui nous intéresse, c'est que le régime, maintenant, est en train de s'effriter. Personne ne peut défendre ce régime maintenant, il est indéfendable. Mais il ne faut pas qu'on cède aux diversions, parce qu'entre-temps, tout le monde essaie, le régime en ce moment, essaie de faire des diversions même avec des coqs. L'affaire du coq qui circule un peu partout. Racontez-nous-la. Moi, ça me fait rire juste. C'est quoi cette histoire? Une petite seconde et après je m'arrête de rire. Pourquoi? Parce qu'apparemment, il y aurait un monsieur qui habite à El Biel. Apparemment, il avait un coq. Et, un diplomate a déposé plainte contre son coq. Il y a des agents civils qui sont venus. Ils ont kidnappé le pauvre coq et on n'en a plus de nouvelles de lui. Ça, c'est très grave. Pourquoi? Parce que ça participe de la banalisation de l'affaire des kidnappings, de l'affaire qui est très très grave des kidnappings que font des agents en civil, sans aucun ordre de mission, sans aucune décision de justice, qui vient kidnapper des pères de famille, avec une histoire, des individus, des Algériens. Et ça, nous, on connaît dans les procès de manipulation des masses ce qu'on appelle la banalisation. Et en ce moment, il y a des opérations qui se font de cette manière. Donc nous, on doit rester concentré sur l'objectif. Le Hirak n'est pas là pour s'arrêter ou pour danser, pour crier victoire à la moindre révolte, au moindre réveil de conscience d'un fonctionnaire isolé. Nous, ce qu'on veut, c'est la reconnaissance officielle qu'il y a dysfonctionnement au sein de l'État et que les institutions ne fonctionnent pas très bien, ne fonctionnent pas du tout presque. D'accord ? Ils ne fonctionnent surtout pas selon la volonté du peuple. Et c'est pour cela, maintenant, il faut qu'on arrête les frais. Maintenant, il faut qu'on arrête les frais, on stoppe la mascarade et on se tourne vers le Hirak, voir comment on peut aller vers une période de transition démocratique dans laquelle on va soigner les institutions et toutes les institutions. Yes. Celui qui sème l'injustice moissonne le malheur. Voilà. Ouais. C'est vrai. Mais vous, est-ce que, pour vous, si ce procureur était vraiment sincère, comme nous le dit Maître Amin, qui veut y croire, il ne dit pas c'est vrai, il dit je veux y croire. Si tel est le cas, ce serait absolument réjouissant. Ça veut dire que la mutinerie a commencé hier seulement dans cette émission. Nous parlions des juges, des policiers, des journalistes marrons qui sont le rempart du régime. Et nous disions, et si jamais il y a une révolte au sein de ces relais du régime? Si c'est le cas, ce serait bien. Je retourne la question d'une autre manière. Est-ce que je peux juste rajouter un mot parce que la question me plaît beaucoup et c'est irrésistible. Et bien, s'ils sont sincères, qu'ils fassent leurs preuves le vendredi prochain ou le mardi. Qu'ils viennent avec les hirakistes. Avec les hirakistes et on leur réserve le premier rang. Allez, qu'ils viennent, qu'ils descendent dans la rue avec leur robe noire, qu'ils viennent renforcer les rangs du peuple. Ils disent bien que c'est le peuple qui va tout réparer, qui va tout mettre en place. D'accord, nous les attendons dans la rue et pas un week-end. Il faut qu'ils restent avec nous jusqu'au bout. Le peuple leur ouvre les bras, mais qu'ils viennent. On ne peut pas être plus clair. Oui, tout à fait. Alors, on est habitué à ce genre d'épisodes, commençant par le syndicat de la magistrature, des magistrats, qui étaient du côté du peuple. Après, au fait, suite à une augmentation de salaire et gel de mutation,
Alors qu'ils parlaient d'indépendance de la justice. De la justice. Ça veut dire qu'ils ont mis, avec leurs revendications socio-professionnelles, des revendications professionnelles, catégorielles et aussi politiques. En même temps. Mais dès qu'ils leur ont accordé les augmentations Voilà. et les affectations, Tout à fait. ils ont tout mis à la poubelle et ils ont rejoint leur... L'intrusion du tribunal par les gendarmes à Oran. à Oran, tribunal d'Oran, on a l'habitude de voir, enfin, nous avons vu, c'est quoi le constat? Le constat est clair. Le Hirak, par ricochet, le peuple algérien souhaite un état de droit. Un état de droit, la séparation de trois pouvoirs, exécutif, judiciaire et législatif. Il n'y a jamais eu de justice indépendante en Algérie, vous le savez très bien. D'ailleurs, les juges sont nommés par l'exécutif. Donc, par définition, on ne peut pas avoir cette indépendance de la justice. C'est ça, au fait. Mais dans certains pays où les juges sont nommés par le pouvoir exécutif, il n'en demeure pas moins qu'il y a séparation des pouvoirs. En France, par exemple, les juges sont nommés par le pouvoir exécutif. À ma connaissance, ils ne sont pas élus, comme aux États-Unis. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a séparation des pouvoirs. Oui, il y a une différence entre la gestion des carrières Tout à fait. et l'accomplissement de la mission. C'est pour ça que nous disons à l'instant, vraiment, parce que ça, c'est des questions vraiment très pertinentes. C'est pour ça que nous martelons à chaque fois pour dire que le problème algérien n'est pas un problème technique. Oui. Les gens qui nous disent il faut faire ceci, il faut élire ça, il faut changer ça, il faut changer tel directeur, il faut changer le procédé, par exemple, aux universités. C'est pas ça. Le problème de l'Algérie, c'est un problème politique profond, de culture, de vision politique. En France, par exemple, on ne va pas aller jusqu'aux pays anglo-saxons. On va placer la barre très haut, sinon. On va rester dans les pays latins, France, Espagne, Italie, tout ça. Il y a l'État. L'État, il est là, il est au service du peuple. On le sait. Après, il y a de la corruption, oui. Est-ce qu'il y a des dysfonctionnements? Oui. Est-ce qu'il y a les lobbies qui interviennent par-ci, par-là? Oui. Mais dans une certaine mesure. Absolument, tout à fait. Mais en Algérie, pour l'instant, c'est ça le gros problème. C'est que Il n'y a que la façade des choses. c'est tout. Mais il n'y a Il y a rien derrière. derrière. Il n'y a rien derrière. Il n'y a pas. C'est ça. Et c'est alors- ça ce que le citoyen a compris. Et c'est pour ça que le Hirak est là. Alors, vous avez posé la question, on peut la retourner d'une autre manière. Pourrions-nous accorder au bénéfice du doute la sincérité de ce procureur? Oui. Sachant pertinemment nous allons voir de très. Sachant dans pertinemment très peu que de ce temps, procureur, il fait partie du système, il fait partie du pilier. Mais c'est quand même. Mix, Ce n'est pas anodin. Hein, c'est pas anodin, enfin, sa sortie, elle a défrayé toute la chronique, quand même. C'est quelque chose de quasiment surprenant, révolutionnaire. Hein. Révolutionnaire. Quasiment, sa plaidoirie, le réquisitoire, quasiment, il a été annulé. Il dénonce les injonctions du système. Il parle d'indépendance de la justice. Il défend les accusés. Au nom du peuple algérien, je ne peux pas donner un jugement au nom du peuple algérien pour condamner des personnes qui ont marché pacifiquement. Donc, il faut que la loi s'applique à tout le monde. Quand même, il y a des prémices d'espoir. Oui, moi je dirais. Ça commence à se fissurer à l'intérieur de la citadelle. Alors c'est une toute petite fissure. Si cette fissure, elle peut renforcer le Hirak, et si cette fissure, elle est amenée à être béante et renforcer le Hirak, pourquoi pas? Peut-être sur le début de l'effondrement du système. Parce que la justice, c'est le cœur. C'est le cœur et le bras armé du pouvoir. Si cette justice venait à être effondrée, quasiment... Mais justement, Lies, au moment où ces fissures se font jour, ce procureur, l'affaire du DG de la douane qui a été annulée, le limogeage qui a été annulé, la nomination du directeur général de l'ENTV, M. Tebboune qui dit n'importe quoi, des choses qui sortent chaque jour, ralotatas. Au moment où le Hirak se renforce, Tout à fait. au moment où après tout ce qu'on lui a fait subir, Tout à fait. le vendredi, Oui. le dernier vendredi a été magnifique, Magnifique, absolument. extraordinaire. Des pancartes, ça veut dire que
nous allons vraiment vers le dénouement, Oui, semble-t-il. moi je dirais que ça renforce le Hirak. En tout cas, ça va. Nous devrions rester vigilants. C'est normal. Hein. Ça peut être un coup de com'. Enfin, je ne sais pas. Mais au bénéfice du doute, personnellement, j'accorde la sincérité de ce procureur. Peut-être il s'est remis en question. Et dire peut-être une remise en question de soi. C'est toute une carrière au nom du peuple algérien. Est-ce que je suis sur la bonne voie ou pas? Oui, mais. Voilà, restons positifs. En tous les cas, nous allons savoir dans quelques jours. Nordin Ahmin, est-ce que vous souhaitez dire encore quelque chose sur ce sujet ou pouvons-nous passer au sujet suivant? C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Rappelez-vous, je crois qu'au cours du mois de mars, l'essentiel au début du Hirak, les Juifs, n'oubliez pas que les Juifs sont sortis en force dans plusieurs cours. Surtout à Alger. Donc il y a eu beaucoup de juges qui aspiraient justement à cette indépendance, à cette liberté. Nordin Ahmin, dès qu'on leur a consenti les revendications socio-professionnelles, augmentation de salaire, mutation, etc., ils ont vite rejoint le bercail, la mangeoire. Comme ça, non, pas du tout. Il ne faut pas voir les choses comme ça. Attention, il y a eu beaucoup de tractations, il y a beaucoup de manœuvres pour casser la grève, y compris au sein du syndicat des magistrats, c'est-à-dire la direction, c'est la tête le syndicat des magistrats dont on dit qu'il est la tête de la Isaba judiciaire. Et finalement, c'est-à-dire ils ont utilisé ça pour, bien sûr, aboutir à certaines revendications au niveau du syndicat, mais au niveau des juges, quand ils sont sortis demander l'indépendance de la justice. Ça a été pour moi, du moins pour une bonne partie, sincère. Seulement le pouvoir a tout fait pour casser cette grève. Et bien sûr, en jouant sur tout cela, il y a eu, rappelez-vous, les intermédiaires, c'était le président de la Cour suprême et le président de l'Union des avocats. Et ça, c'est très important. Donc, il y a eu des tractations, des manœuvres pour casser la grève. Ce n'est pas aussi simple que ça. Mais est-ce que vous pensez que les magistrats pourraient, à partir de cette sortie de ce procureur qui est absolument révolutionnaire, en attendant d'en savoir plus, est-ce que vous pensez que cela pourrait relancer les aspirations de la magistrature intègre à l'indépendance de la justice, leur mobilisation, celle des avocats qui semblent s'être un peu essoufflés? D'ailleurs, c'est à peu près la même chose pour les avocats, hein, pour la corporation des avocats. Il faut pas. C'est vrai, il y a maintenant, on voit un bon nombre d'avocats qui sont derrière Hirak contre défendre tous les détenus, tous les gens qui ont été poursuivis, mais dans l'ensemble. Dans ces avocats, il y a à peine une centaine, sur 46 000 ou je ne sais pas quoi. Là aussi, même la corporation d'avocats, elle n'est pas loin de celle. Et pourtant, nous sommes des indépendants. Ce n'est pas comme les juges qui sont sous la botte du pouvoir exécutif. Et du système surtout, du système. Parce que le système les a formés de cette manière. Le système a utilisé tous les moyens pour réduire le juge à un simple fonctionnaire. Voilà. Donc moi, il y a ce qu'on appelle la magie du Hirak. Et le Hirak est en train de gagner d'une manière extraordinaire. Et le jour où les choses... allô? Oui, on vous écoute. Ah, d'accord. On vous écoute. Voilà. Le jour, justement, où, d'ailleurs, aujourd'hui, le Hirak non seulement sur la bonne voie, mais il est en train de peser énormément. C'est le pouvoir qui est en train de s'affaisser, c'est le pouvoir qui est en train de perdre sur le terrain à tout point de vue. Mais il n'arrive même pas à présenter une façade civile convenablement. Donc on est sur la bonne voie. Et là, j'en suis sûr, moi je suis convaincu, les juges intègres, les juges indépendants, les juges libres, le moment voulu, et rejoindront le peuple. Alors, Nordin Ahmin, nous allons passer au sujet suivant. Monsieur Tebboune s'est rendu à Addis Abeba, où il a fait un discours très long, absolument incroyable, de langue de bois, au point où il a présenté son élection comme un processus d'une grande intégrité, et dit-il d'une grande transparence, et dit-il d'une grande démocratie,
Mais il n'y a pas que ça. Il parle du Hirak comme une révolution quasiment presque organisée par le régime, hein, pour changer l'Algérie, l'emmener vers des rives plus heureuses. Il dit des choses absolument faramineuses, impossibles, hallucinantes. Mais sinon, le plus hallucinant qu'il ait dit est que, vous savez, connaissant la situation de l'Algérie, la situation économique, où réellement nous sommes en pré-crise. Nous attendons juste à ce que la dalle nous tombe sur la tête. Nous attendons, les Algériens attendent la plus grande crise économique de leur histoire. Les Algériens vont connaître des moments tellement difficiles qu'ils ne pourront pas y croire quand ça va tomber. L'Algérie va connaître une période de paupérisation hallucinante. Elle ne pourra même pas trouver de l'argent, des crédits. Ça va être terrible. Alors, à un moment pareil, M. Tebboune, dans son discours à Addis Ababa, dit que l'Algérie est prête à investir, à aider financièrement les pays du Sahel qui en ont besoin pour leur développement. Qu'est-ce que vous en pensez, Nordin Ahmed? Ce que je pense sur cette question, d'abord, je n'ai pas bien suivi tout ce qui a été fait à ce niveau, comme j'étais occupé un peu avec ces procès et tout, mais uniquement ce volet-là pour aider les pays du Sahel, pour investir, renflouer, je crois qu'il a utilisé un terme comme ça, renflouer les pays qui n'ont pas une, comment dirais-je, c'est-à-dire il n'y a pas de l'activité économique, pour ne pas dire pauvre. Là, moi, ce que je pense de cette façade politique, c'est qu'ils sont déconnectés de toutes les réalités. Déconnectés totalement. Ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe en Algérie. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a en Algérie. C'est des étrangers à l'Algérie. Donc, ils réfléchissent comme ça. C'est en fonction de je ne sais pas quoi. Et c'est pour cette raison qu'ils se permettent ce genre de choses. Pour eux, l'Algérie, c'est économiquement c'est un pays solide. Il peut aider les autres. Et nous, on n'a pas de problème. Il n'y a pas de pauvres en Algérie. Il n'y a pas des gens qui se jettent dans la mer pour, même si des jeunes ils ont 1% de chance, ils le font quand même pour essayer de passer dans l'autre rive. Et ils ne savent pas tout cela. Pour eux, non, l'Algérie, elle va très très bien, elle est en bonne santé. Donc c'est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont déconnectés. C'est pour cette raison qu'ils ont gardé la folie des grandeurs dans ce genre de situation, dans ce genre de rencontre, pour dire que voilà, l'Algérie, c'est ce grand pays, voilà, il est capable de ceci, cela. C'est comme ça qu'ils réfléchissent en fin de compte. Mais pour moi, ça ne m'intéresse pas ce que font ces gens-là. Le pouvoir, la façade politique, la façade civile, qui a été désignée par le pouvoir réel, ne concerne pas. Nous, ce qui nous concerne, c'est le Hirak. C'est pour cette raison qu'il y a ce Hirak, c'est-à-dire pour aller vers la vraie indépendance de l'Algérie. Restez avec nous, Nordin Ahmed. Nous allons regarder quelques images où M. Tebboune va nous informer qu'il même les soutiens des prix. Vous connaissez cette fameuse histoire de soutien des prix en Algérie, qui coûte beaucoup d'argent et qui sont en train d'examiner pour pouvoir mettre fin. Mais comme ils ne veulent pas trop de problèmes faire exploser la situation, ils sont en train de dire nous allons mettre fin au soutien des prix, mais l'argent, nous le donnerons directement aux familles concernées. Par exemple, c'est vrai, hein, ce n'est pas la peine de soutenir le prix du sucre s'il doit profiter aux industriels du sucre. Ils ont identifié des produits subventionnés. Voilà, identifier des produits et donner en argent directement aux familles nécessiteuses. Mais c'est prendre les gens pour des imbéciles que de dire ça, puisque un tel mécanisme, une telle situation pour être mise en place, il faut vraiment être un État très organisé, d'abord. Ensuite, il faut disposer de fonds, ce qui ne sera pas le cas dans pas longtemps. Absolument. Donc, ils sont en train de nous mener en bateau. Absolument. Nous allons l'écouter et nous allons voir quelques images de l'Algérie dont ils nous disent qu'elle est très prospère, au point où nous pouvons nous permettre d'aider les voisins avec l'argent des Algériens. Regardez. La démocratie اجتماعية.
إذن هذه باقي دروك الآليات. هل الدعم اليوم فيه عدالة ولا ما فيش عدالة؟ أنا أقول ما فيش عدالة، لأن باش ندعم أنا إنسان اللي الدخل نتاعو 5 ملايير، دخل نت صافي 5 ملايير في العام، نعطيه نفس الدعم نتاع الإنسان اللي الدخل نتاعو السنوي ما يلحقش 100 مليون سنتيم. هذه ماهيش عدالة. من المفروض هذا تاع 100 مليون سنتيم نعطيه أكثر دعم والآخر نحي له الدعم. إذن لازم إعادة دراسة تبقى في نظري 35% نتاع المواطنين إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. من المفروض هذا تاع 100 مليون سنتيم نعطيه أكثر دعم والآخر نحي له الدعم. إذن لازم إعادة دراسة تبقى في نظري 35% نتاع المواطنين إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. Nous attendons des images où nous allons voir des chaînes pour le lait, la misère. Alors, nous allons les regarder. Alors, voyez, ce sont des gens qui attendent que vienne le camion de livraison du lait. Le lait, juste le lait en Algérie qui se vend en sachet dans des conditions très insalubres. Et le lait qui est additionné de beaucoup plus d'eau que la norme requise, ça tout le monde le sait en Algérie. Et regardez dans quelle situation vivent les Algériens dont ils nous disent qu'ils sont en prospérité, qu'ils ne manquent de rien. Et ça, ce genre de bidonville, ça pullule en Algérie. Il y en a beaucoup dans cette Algérie qu'on ne nous montre jamais, celle de pays profonds, celle de l'intérieur, celle autour des grandes villes. Regardez. Et dites, demandez-vous si les Algériens n'ont pas besoin d'être aidés. Ils ne perçoivent rien, aucune indemnité, aucune. Il n'y a ni minimum, ni chômage, ni prime de chômage, ni aide aux plus nécessiteux, ni même soins, ni rien. Voilà. Alors, Karim Naït Slimane, et je rappelle une chose, c'est que le ministre de la Santé, hier seulement, a fait une déclaration où il a dit que l'Algérie maintenant n'a plus d'argent et qu'elle ne pourra plus se permettre d'importer d'un traitement de pointe concernant le cancer, que c'est trop cher pour elle. Le même traitement qui est importé par le Maroc. Entre autres exemples. Hein. Et je vous laisse commenter. Les propos de Tebboune aujourd'hui, le président désigné, sont tout à fait scandaleux. Et je vois que notre monsieur Hanine, lorsqu'il parle de ce mythe de la Grande Algérie, et c'est pour ça que, par exemple, Tebboune a parlé de cette manière et a promis des aides aux Africains, c'est pour maintenir ce mythe d'une Algérie grande. Je dirais que ça n'est... La grande puissance régionale, la GPR. La grande puissance régionale. Je pense que ça n'est pas ça réellement le propos. Je pense que le propos est un peu plus dissimulé derrière, mais on peut le voir très facilement. C'est que tout simplement ce pouvoir est passé d'une politique d'achat de paix sociale qu'il ne pourra plus jamais faire, parce que les caisses sont vides, à une politique encore plus perverse qu'on a rarement vue ou rencontrée dans l'histoire de la diplomatie. C'est le rachat de la paix régionale, de la paix diplomatique, de rachat de légitimité. À l'international. Voilà, parce qu'il savait très bien que sa légitimité à l'intérieur est contestée et que cela aussi est su et connu de tous. Oui. Tout le monde sait que le roi est nu. Oui. Donc pour se racheter cette légitimité, on voit qu'il offre, il dépose 150 millions d'euros dans la banque centrale tunisienne. Mais là, justement, vous faites bien d'en parler parce qu'il faut démystifier un peu. Contrairement à tout ce que dit tout le monde, ce n'est ni un don, ni un prêt, c'est juste un dépôt dans une banque. Oui, mais c'est un dépôt, c'est-à-dire c'est de l'argent, quand vous faites un dépôt, c'est de l'argent duquel vous ne pouvez pas disposer. Hein. Ah si. Non seulement vous pouvez en disposer, mais le pays où vous l'avez déposé ne peut pas en disposer. Je vais vous dire en fait ce qui s'est passé. Il y a quelques années, je crois en 2014, l'Algérie avait déposé au total, je crois, 250 millions
en Tunisie. Oui. C'était de la même manière. Il y avait une partie, c'était un dépôt wadi'a en arabe. Je crois que c'était 150 millions d'euros. Et après, il y avait 100 millions aussi, c'était sous forme de prêt. D'accord. Sous forme de prêt Mais bonifié. là, c'est pas un prêt, c'est un oui, dépôt. je vous dis ce qui s'est Oui, passé oui. en 2014. Oui, oui. On n'en a jamais plus entendu parler. D'accord. Mais on ne Voilà. sait pas, peut-être que ça a Ouais, on sait été pas. rapatrié. Il y avait les 50 millions, c'était un don. On sait quand ça sort, Ouais, ça mais on ne sait pas quand ça revient. Oui. C'est pour ça que nous, maintenant, tout mouvement d'argent qui sort des caisses de l'Algérie vers l'extérieur maintenant est non seulement suspect, mais honteux, parce que l'Algérie a besoin de ses ressources actuellement. Lorsqu'il promet actuellement aux pays africains de les aider, ça n'est pas... je ne parlerai même pas de justice, je dirais ça n'est pas intègre. Vous savez, par rapport à un peuple qui manque. Là, on a vu hier, comme vous l'avez mentionné, le ministre de la Santé qui dit que l'Algérie est incapable d'importer les nouveaux médicaments contre le cancer. Elle était déjà, je précise Ouais, seulement qu'elle Les produits innovants. elle était déjà dans l'incapacité la plus totale de soigner les cancéreux. Tout à Beaucoup fait. de cancéreux C'est ce que j'allais dire. meurent Ouais. avant de recevoir leur convocation pour le traitement. Et surtout que les soins pour le cancer ne sont pas remboursés. Et il y a un calmant, je crois, un calmant de douleur qui est remboursé et aussi un médicament tout à fait insignifiant dans le processus. Mais tous les scanners, toute la radiologie, tout ce qui suit, qui est faramineux, ça coûte des sommes faramineuses. Un simple scanner en Algérie, c'est 10 millions, 9 millions. Tout C'est ça, pas couvert par la Sécu? Ça n'est pas couvert. Vous êtes sûr? Je suis sûr et certain de ça. grave. Ça n'est pas couvert. C'est grave. Ça n'est pas couvert. Et les gens qui n'ont pas d'argent, Ben justement, les gens qui Ils n'ont meurent pas, ils restent comme ça, oui. Ils C'est restent comme- incroyable. Mais c'est tout à fait, c'est le cas et c'est ça, c'est ce que je vous dis. C'est pour ça que je vous dis, maintenant, un président qui promet d'aider les pays africains, ça devient une provocation. Ah oui. Ils veulent se racheter une légitimité à l'international, une légitimité qu'ils ont perdue à l'intérieur. Et ils veulent faire semblant à l'extérieur que, donc voilà, on vous ouvre l'Algérie, on vous donne ce que vous voulez, on vous donne le gaz de schiste, on vous promet des projets, on vous promet pour la Russie, on maintient les contrats pour l'armement, on maintient ceci, on maintient cela, on offre on ceci. dit en arabe dialectal, fantasia ou البصلة في الجيب. Tout à fait. Au Zoho Kamel ou الزوخ والفوخ والعشاء قرنينة. Voilà. Mais ce qui est important, c'est que pour le peuple, c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort parce que la crise approche et surtout on n'a aucune De vie ou de mort, solution. pour ce qui est du cancer, c'est réellement le mot. C'est le de mot, vie ouais. ou de mort. Tout à fait. Les gens vont mourir faute de fait. soins. Et Et, il n'y a pas que lui, le il va cancer. dire aux Africains, je vais vous arroser. Et il y a Drame, autre chose. Kaina. Et c'est une question de vie ou de mort pour les haragas. C'est une question de vie ou de mort pour les étudiants qui travaillent et qui savent pertinemment qu'ils n'auront pas de travail à leur sortie d'université avec les diplômes. Lorsqu'on entend parler, le président il disait que pour la question des produits subventionnés, que l'État subventionne d'une manière injuste les produits, c'est-à-dire les subventionne pour tout le monde et que même les riches en profitent. Et il a cité deux exemples absolument scandaleux. Il a dit qu'un Algérien qui toucherait 5 milliards de centimes, qui aurait 5 milliards de centimes de revenus annuels, bénéficie du même prix de baguette et du sucre et du lait. C'est ce qu'il voulait dire. Que le citoyen qui touche 100 millions comme revenus par an. Et déjà, on veut savoir qui sont ces citoyens qui ont des revenus en Algérie plus de 5 milliards nets. Ils représentent combien en pourcentage? Moi, je n'ai pas Comment- compris ce chiffre. Et surtout, il les compare pour lui à des pauvres, il les compare à des à des pauvres. pauvres qui toucheraient 100 millions, 100 millions de centimes par an. J'aimerais Des bien les pauvres, hein, connaître, ces des pauvres qui touchent, Ouais, alors qui- que le SMIC. Voilà. Le SMIC est de moins de 2 millions, il est d'1,8 million. fait, tout Ça à veut fait. dire qu'en brut, c'est même pas en net, hein, Ouais. en brut, ça fait à peine 24 millions. Ça fait à peine Ça veut 24, dire le SMIC, hein, ceux qui ont la chance d'avoir Tout le à fait. SMIC. Qui travaillent. Qui travaillent. Ouais. Ils ont 24 millions, lui, il dit le minimum est de 100 millions. Voilà. C'est ça. incroyable. C'est ce que je vous dis. culot, ça. C'est pour cela, là, le système, je vous dis, on l'a dit, on le répète, le tebounisme, si le pire scénario, c'est la pire poursuite du bouteflikisme, parce que déjà le bouteflikisme avait pourri, Oui. le mal était déjà profond. Avec Tebboune désigné, on va vers le pire. Et c'est pour ça que maintenant, les gens qui se sont trompés, ou qui se sont fait tromper, et qui ont voté Tebboune, ou
peut-être que sont pas très nombreux, ou ceux qui ont opté pour la neutralité. C'est le moment maintenant de sauver l'Algérie, c'est de revenir. Il faut absolument que Tebboune et ceux qui ont désigné Tebboune chutent. Tant qu'ils sont aux commandes, l'Algérie ira malheureusement de mal en pis. Vous savez très bien. Ils n'ont pas de politique économique. Ils n'ont aucune politique. Vous savez, c'est du maraboutisme politique et économique. Regardez comment il fait semblant, par exemple, il cite une sourate ou je ne sais pas ce qu'il cite. C'est quoi ces manières? C'est pas comme ça. L'économie ne fonctionne pas comme ça. C'est pas par les souhaits qu'on dirige un pays, une économie. Oui, mais ils on ont peut toujours pas... été comme ça. Lisez le discours qu'il a prononcé. Ah oui, c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Comment on peut pratiquer une telle langue de bois? Et c'est pour ça que maintenant, la seule force vive réaliste en Algérie, c'est le Hirak. Et nous allons parler, ce rue. sera le dernier point de notre... Alors sur ce sujet... Moi, Lies, je dirais, l'Algérie, elle a été toujours généreuse. L'Algérie, c'est une partie intégrante, et le prolongement, c'est une partie intégrante de l'Afrique, et son prolongement naturel, par définition, la conception de l'Algérie. Et de par sa conception, elle a, comme c'est un pays qui avait toujours des ressources, elle a été toujours un pays très généreux. Au nom, sous l'ère de Bouteflika, il faut savoir qu'il a effacé une dette de 900 millions de dollars. Vous le savez. Il a effacé. Il a même offert de l'argent au FMI. Il a effacé 900 millions de dollars. Maintenant, quand il est allé au sommet d'Addis Abeba, le but, c'est quoi? Il disait la création, c'est ça, hein, la création d'une agence algérienne pour la coopération internationale pour aider les pays africains et notamment ceux du Sahel. Donc, ceux du Sahel. Donc, ça veut dire que cet argent, c'est pour aider les pays du Sahel. Et au fait, c'est de la poudre aux yeux. Donc, au fait, on sent que c'est un président qui manque. Il n'a pas de légitimité à l'intérieur du pays. Elle lui fait cruellement défaut. Quasiment, il est illégitime sur tous les plans. Qui dit illégitime, vulnérable, faible. Donc, il fait quoi? Il est en quête, il cherche une reconnaissance internationale. On joue un petit peu sur la fibre de l'Algérie, grande, prospère, riche, généreuse, solidaire avec ses pays. Mais ça, mais en plus, il fait mal à son propre peuple, parce qu'il est illégitime. Il joue avec les deniers, avec les biens de son peuple. On ne lui a pas donné la légitimité pour offrir sur un plateau d'argent cet argent pour créer une agence, une création d'une agence algérienne. Il y a un coût. La personne qui aura des compétences pour gérer cette agence, il va falloir le payer. Mais le payer pourquoi? Pour aider? Aider quoi? Mais on sait que ce ne sont pas des aides sur le long terme ou le moyen terme, c'est sur le court terme. Pourquoi? Si vous voulez aider des pays africains, pourquoi créer une agence? On peut les aider de façon tacite, implicite, comme vous voulez. Mais pourquoi aller à Addis Abeba et montrer je suis... Mais ça fait partie de la politique internationale. Oui, tout à fait. Comme le disait tout à l'heure Karim, pour se fabriquer Absolument, une auréole, mais je rejoins. une aura. Oui, tout à fait. Alors, concernant le ministre de la Santé qui dit qu'on n'a pas... Il n'y a pas d'argent. Il n'a pas dit qu'on n'a pas assez d'argent. Il n'y a pas d'argent parce que les caisses sont vides. L'Algérie est trop pauvre pour tout à pouvoir fait. importer ces traitements innovants Oui. qui pourraient permettre d'aider les gens à guérir du cancer. Moi, je peux lui retourner la question d'une manière ou d'une autre. Vous avez un ministère des Moudjahidines qui dispose de 2,4 milliards de dollars. Si je me trompe, je vous prie de m'arrêter. C'est l'un des ministères les plus budgétivores. Absolument, budgétivore au sein du gouvernement. Il y a 2,4 milliards, on fait très simple. Et le ministère de la Défense nationale aussi. Absolument. Si le compte du ministère de la Santé, il n'y a pas d'argent, eh bien faites un transfert des avoirs d'un compte du ministère du Moudjahidine aux autres. Et avec quoi vous allez payer les faux Moudjahidines? Absolument, parce que la santé du peuple, je veux dire, est importante. Quant aux 150 fameux millions d'euros, je pense que ce n'est pas le moment. Le moment n'est pas opportun pour dire, parce que vous touchez la sensibilité du peuple algérien. Parce que nous militons pour... Vous savez que dans le ministère des Anciens Moudjahidines, je vais vous donner une vraie information. Vous savez qu'il vous est impossible, même si vous êtes journaliste, même si vous êtes chercheur universitaire, d'avoir le nombre exact des Anciens Moudjahidines? Est-ce que vous savez? C'est impossible. Personne ne vous donne le chiffre. Vous savez pourquoi? Oui. Parce que le nombre est tellement effarant que les gens vont vite comprendre et ils vont dire mais on ne peut pas avoir 800 000 anciens moudjahidines en 1954. Sinon, la on aurait population pu était de 6 millions, 7 millions. Ça veut dire que c'est toute la population adulte qui a pris le maquis. Et donc ils cachent ça parce qu'ils savent que les 3/4 de leurs effectifs d'anciens moudjahidines sont des faux
moujahidine. Mais Et qui bouffe. Tout à fait. Mais il nous faut une révolution économique. Moi, tout à l'heure, j'ai dit, certes, on est en train de faire la révolution politique pour changer un système de gouvernance qui nous a fait mal depuis 62, depuis la prise du pouvoir de cette caste prédatrice qui s'est accaparé un pouvoir et les richesses. Mais il faut une révolution économique. Quand vous voyez le CNI, le Conseil national d'investissement, qui a été initié par Bouteflika, disant si vous voulez investir en Algérie à hauteur d'1 milliard, à hauteur d'1 milliard de dinars, il faut passer, et il faut sous-traiter, il faut soumettre un appel d'offres. Tout ça, c'était réservé pour une caste, pour une oligarchie, pour des hommes d'affaires. On sait les résultats. Hein. Le Maintenant, les chiffres sont en train de sortir. En plus, il a mis sur le chaos certaines PME et PMI familiales qui militaient le tissu, hein, qui militaient pour renforcer le tissu économique du pays aussi. Quand vous voyez, je ne sais pas si la raffinerie, ou le Tradol, quand il était DG, il a pris la décision d'investir dans une raffinerie qui a 70 ans d'âge, qui date de la Seconde Guerre mondiale, les installations sont vétustes, il y a des surcoûts de transport, et maintenant, en plus, elle est inadaptée par rapport à il y a un cahier de charge écologique très lourd. Tout à fait. Et ça enrichit. C'est l'Italie qui en profite parce qu'il y a des taxes et des taxes et des impôts. Maintenant, il fait quoi? Il est en train de emprunter 250 millions de dollars pour essayer de remettre à flot. Pour la remettre à flot, alors qu'il lui reste que 11 ans d'âge. Regardez cette dilapidation des deniers publics. Donc il n'y a pas une vision économique. Pourquoi il n'y a pas de vision économique? Parce qu'on a une instabilité politique. Quand vous êtes instable politiquement, forcément, toute l'économie. Voilà. Alors, Nourdine Ahmin, la dernière question, le dernier tour de micro. Nous approchons bientôt de la première année de la révolution du 22 février. Tout le monde l'attend en Algérie, un peu partout dans le monde. Tout le monde s'attend à une manifestation historique qui va réellement marquer l'histoire de l'humanité. Les Algériens se sont promis la plus grande sérénité, le plus grand pacifisme et tout ça, Nourdine Ahmin, sans aucune organisation, sans aucun leadership. C'est vraiment au feeling, c'est vraiment un consensus de masse, si je peux dire, et que ça se passe comme ça. Nourdine Ahmin, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette prochaine échéance historique? Moi aussi, je suis tout à fait d'accord avec vous. On attend des manifestations, des marches grandioses, d'une ampleur pas sur l'entendement. Ce sera un événement historique à l'échelle planétaire, à l'échelle du monde. C'est la première fois où l'humanité connaît on ne vous entend pas très bien. Dommage, Nourdine Ahmin, j'aurais voulu avoir votre mot de la fin. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Alors, Karim, et je précise que beaucoup de corporations sont en train de s'organiser maintenant, les avocats, les enseignants, pour pouvoir entrer dans ce Hirak de façon organisée, dans cette manifestation du 22. C'est une très bonne chose parce que je crois que c'est le moment vraiment, avec la célébration de la première année du Hirak, je pense que maintenant, tous les doutes sont écartés. Après la désignation de Tebboune, le système essaye de se replacer. Et donc maintenant, c'est au peuple de décider. Est-ce qu'il cède ou est-ce qu'il continue son chemin révolutionnaire pacifique? Et moi, je vois les signes d'un grand soulèvement populaire. Pacifique, mais je vois les signes. Sincèrement, il y a des signes avant-coureurs qu'on voit là partout, sur les réseaux sociaux, dans les rues, dans les discussions. On voit que les gens ont compris maintenant réellement. En fait, la première année du Hirak, on va l'appeler l'année de la formation. Là, on a eu une année, on a eu une université, une grande école populaire ouverte dans toute l'Algérie. Maintenant, le peuple qui a été longtemps écarté de la scène politique, maintenant, il est revenu en force et il s'est formé. Maintenant, le peuple a les outils théoriques
politique nécessaire. Et je crois qu'à partir du vendredi 21 février, samedi 22 février, je pense qu'on va passer à Et je reviens à vous pour vous donner le mot de la fin, pour vous nous expliquer ce qui va se passer le 21-22 février à une échelle mondiale. Hein. Alors, Lias Jbaili, je rappelle, Lias Jbaili, que vous m'êtes très très sympathique et que vous savez pourquoi. Parce que vous êtes le neveu d'un homme que j'ai en très grande estime, Rabbi Yarhamou, Jbaili Belgasm, dit Kassa, qui était notre proviseur au lycée de Batna, que tous les Batnéens adorent, hein, qui nous a tous formés. Et moi, j'étais un petit peu très, très indiscipliné, il me tirait les oreilles un peu, mais je l'aimais beaucoup, cet homme, Rabbi Yarhamou. Alors, sur le Hirak, sur le 22 février. Le Hirak, dans 2 semaines, il va boucler sa première année. Sa première année de révolution pacifique. C'est une révolution, c'est fini, hein, je pense, la route, elle est sens unique, c'est vers la victoire, c'est irréversible, irrévocable, les décisions sont prises. Le peuple algérien cherche à établir, moi je l'appelle personnellement la deuxième république ou la vraie république, parce que la première république, elle a été confisquée. Nous voulons un État de droit, un État fort, moderne, économiquement fort, un État démocratique, civil, hein, surtout civil, démocratique, où l'égalité de toutes les couches de société. Je pense qu'il a appris. Moi, je rejoins Karim quand il dit la première année, ça a été une formation. Je pense qu'il a engrangé de l'expérience. Il y a des acquis. Hein. Les acquis, c'est l'expérience. Vous savez, dans toute révolution, il y a des hauts et des bas. Hein. Il y a des hauts et des bas. On s'est dit un certain temps, attention, le Hirak, il est en train de baisser, ou le rythme, il a baissé, mais c'est le propre de la révolution. Flux, reflux. Tout à fait, flux, reflux, voilà. Je pense qu'il est en train de prendre une vitesse de croisière hallucinante. Je pense que toutes les corporations, si elles arrivent à se joindre au Hirak, parce qu'elles font partie du peuple, je vais dire comme ça, pourquoi pas? Si pour aller, on a un seul but, c'est vivre dans un état de droit, et puis que le système comprenne une chose, que le peuple a une seule revendication, c'est établir un état de droit, récupérer sa souveraineté populaire et mettre en place des institutions légitimes pour établir ou pour bâtir l'Algérie de demain. Voilà. Alors, Karim, en Algérie, ça va se passer le 21-22. Et à Paris, ça va se passer le 22. Le 22, ouais. Et Paris va être réellement un pôle mondial. Ça va être un pôle mondial. Il y a quelque chose de grandiose qui se prépare. Déjà, il y aura une manifestation le 16, oui, en mémoire des événements de la manifestation spontanée de Kharata. Donc, il y aura une manifestation le 16. Mais après cette manifestation, ce qui est important, c'est qu'il y a une manifestation mondiale de la diaspora à Paris, samedi 22 février. C'est-à-dire la destination mondiale, c'est-à-dire les Algériens le 22 février auront 2 destinations. Ceux qui peuvent aller faire le Hirak en Algérie, c'est le moment à ne pas rater. 21, 22 février en Algérie, franchement, c'est politiquement... Dans toute l'Algérie ou seulement à Alger? Je pense qu'en Algérie, les événements tendent plutôt... Les choses s'organisent autour d'Alger, c'est-à-dire il y aura un grand afflux vers Alger. Mais ça n'empêchera pas les autres villes, tout à fait, ne serait-ce que de façon régionale. Oran pour l'Oranie, Constantine pour l'Ouest. Pour ceux qui ne pourront pas se déplacer, mais le mot d'ordre qui circule entre activistes, dans la rue, c'est vraiment la capitale. D'accord. Et si, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer à Alger et qui sont à l'étranger, le point de rencontre, ce sera Paris, place de la République. Et pour une manifestation grandiose... C'est un sit-in ou une marche? C'est une marche mondiale. De République? De République, pour l'instant, il y a 2... On est en train de... Soit Stalingrad, soit Bastille. Soit Stalingrad, soit Bastille. Non. Mais l'essentiel, puisque le point de départ sera République, donc tout le monde République, rendez-vous mondial, parce qu'on a vu, les gens pour Bruxelles, par exemple, sont venus du Canada, sont venus de toutes les villes européennes. Pour Berlin, c'était la même chose. Le 1er novembre, pour Paris aussi, ça s'est passé de la même manière. Et je crois que pour le 22 février, il serait très important de venir faire la pression ici en France. Pourquoi Paris? Parce que Paris, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même le bastion de la Haïsaba. C'est le bastion. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici en France. On a une grande diaspora en France. Et c'est le moment de renforcer les rangs, de faire pression et d'enclencher le deuxième souffle du Hirak. On a dit, la première année, c'était une année pédagogique politiquement pour le peuple. Maintenant, on va passer aux travaux pratiques, aux choses sérieuses, et on va faire des actions politiques grandioses à partir du 22. Et je pense que le premier test serait le 22. C'est pour ça que j'invite tout le monde à venir à Paris
le 22 pour une grande manifestation mondiale. Le 1er novembre, vous aviez réussi, vous étiez tous les C'était deux magnifique, parmi les ouais, organisateurs, tout le monde, ouais. vous avez réussi à rassembler 50 000. Au minimum. Minimum, ça veut dire que c'est le chiffre de la police. Hein. Les- C'est le chiffre de la police et de Voilà, l'administration. ouais, ouais. C'était Alors, grandiose, et ouais. le 22 février, vous pensez réunir plus? Je crois que cette fois-ci, ça sera plus. Ça sera plus. Le 1er novembre, c'était magnifique. Tous les collectifs, tous les activistes, toutes les personnalités, même les simples citoyens avaient travaillé ensemble pour rassembler ce nombre. Je crois que pour le 22, avec la puissance symbolique du 22, cette puissance symbolique-là, il faut qu'on en fasse maintenant un événement mondial. Et on peut montrer que nous existons. Je rappelle qu'à Paris, le jour de la victoire de l'équipe nationale algérienne de football, Paris a été fermé. Paris a été fermé. J'ai été, moi, sur les Champs-Élysées. Paris a été fermé, c'était bouclé. Et donc, le 22 février, rien que la diaspora parisienne, si ils sortent tous en famille, s'ils viennent tous en famille pacifiquement, drapeau national, et on y va. C'est pour l'Algérie. Déjà, ça va boucler Paris. Mais je crois qu'avec toutes les villes françaises, toutes les capitales, toutes les villes européennes qui peuvent se déplacer à Paris. Qui vont même venir des États-Unis, du Canada. Ouais. Tout ça, je pense que ça va faire un raz-de-marée, un vrai tsunami mondial. Et nous montrerons au monde entier qu'est-ce que c'est que le Hirak. Et nous montrerons que l'Algérie, ça n'est pas la Issaba de Tebboune et des généraux qui l'ont désigné. Le peuple algérien, l'Algérie mérite mieux. Et nous existons. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la Issaba fait sa diplomatie, le peuple maintenant fait sa diplomatie aussi. Karim Naïtou Slimane, merci. Liaz Jbaili, merci. Nordin Ahmin, merci. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Rappelez-vous, le 22 février est à nos portes. Ce sera l'an 1 de la révolution algérienne du 22 février. Et il n'appartient qu'à nous d'en faire un exemple pour l'histoire de l'humanité, d'un peuple debout, d'un peuple pacifique, d'un peuple qui sait où il va, d'un peuple pondéré, placide, mais qui est irrémédiablement décidé à arracher ses droits, à instaurer un état de droit où la liberté est consacrée, où la démocratie est consacrée, où la séparation des pouvoirs est consacrée et où nul ne peut être opprimé. C'est tout ce que demandent les Algériens, qu'on ne vous trompe pas avec des histoires et d'autres. Huma al-Khoubatha, huma al-Kidhabin, huma al-Sarraqin, huma al-Qittalin, huma al-Harraqin, al-Haggarin. وإحنا الجزائر اللي راهي في الطريق درك، الجزائر اللي راهي تنادي للحرية، هذه هي الجزائر الحق، هذه هي الجزائر الحقيقة، هذه هي الجزائر الديمقراطية، وهذه هي الجزائر تاع السلمية ونتاع خوا حتى النصر إن شاء الله وبقى على خير.